Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce nouveau Midi Minatech. Donc avant de laisser la parole à Lucian Troianu, qui est directeur de SpinTech, qui va nous parler, qui va vous parler ici en Chromin Minatech, mais également derrière vos écrans de la Spintronic, et notamment de la Spintronic solution pour un numérique frugal. Mais voilà, je ne vais pas dévoiler la présentation. Je vais vous donner le titre du prochain Midi Minatech qui aura lieu, parce qu'on va avoir un très grand pont, qui aura lieu le 3 juin. Donc le prochain Midi Minatech, nous aurons le plaisir d'accueillir un professeur qui vient du Canada, qui travaille depuis 2 ans avec les équipes du D6 du CEA-Leti. Donc c'est le professeur Hussein Al-Osman, qui est donc enseignant-chercheur à l'Université d'Ottawa, Ontario, au Canada, et qui va nous parler en fait des émotions humaines. Est-ce qu'on est capable de les comprendre et donc du coup de les faire interagir avec des machines? Et donc bien évidemment derrière algorithmie et autres. Donc je vous invite à vous inscrire pour le 3 juin pour le prochain Midi Minatech avec un titre How can a machine understand human emotions? Donc voilà, ça c'est le prochain Midi Minatech. Et sans transition, je vais laisser la parole à Louis-Chan. Donc, c'est dans le cas des mini Minatech, mais également aussi de l'anniversaire des 20 ans du laboratoire SpinTech. Donc, Lucian, la parole est à toi et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation, pour ce Midi Minatech dédié à la Spinsonic. Dans un contexte, effectivement, cette semaine, il y avait aussi l'anniversaire de 20 ans de Spintech avec un logo spécial pour l'occasion. Donc, Spintech, c'est une unité mixte entre le CEA, CNRS et les universités qui est basée sur le site du CEA. Donc, la présentation d'aujourd'hui est donc les transparences sont en anglais, je ferai la présentation en français, est divisée en 4 parties. Donc, tout d'abord, les défis pour le monde du digital, comment la Spintronic peut les aborder et comment SpinTech, depuis sa création, a pu aborder aussi ces aspects. Quels sont les futures solutions pour le calcul qui sont basées sur la Spintronic avec des évolutions en termes de mémoire et d'architecture de calcul. Et je finirai avec d'autres aspects qui vont au-delà du calcul, avec d'autres fonctionnalités digitales en lien avec la Spintronic. Donc tout d'abord, nous vivons, et ça on le constate dans la vie quotidienne, dans un monde numérique actuellement. Il suffit juste de regarder en même lieu l'évolution entre 2005 et 2013. Donc 8 ans plus tard, c'est pas du tout la même chose. Ou de constater qu'est-ce qui se passe en 60 secondes dans le monde de l'Internet avec une augmentation très importante de la quantité des données. On peut dire que, par exemple, en 2012, 80% de toutes les données qui existaient dans toute l'histoire ont été créées dans les 2 dernières années, ou que toutes les 2 jours, on produit autant d'informations que la même quantité d'informations qui étaient produites depuis le début de l'histoire jusqu'en 2003. Donc, ceci se traduit avec une augmentation exponentielle de la quantité de données. On est dans le monde des zettabytes. Et puis aussi, si on regarde d'un point de vue économique, si on regarde entre 2002 et 2022, c'était un peu mis en avant, notamment de par l'année de création de SpinTech en 2002, on voit que la capitalisation boursière des 5 principales entreprises ont changé et qu'en 2022, toutes ces entreprises viennent du monde du numérique. Donc, on est dans une période de nouveaux paradigmes sociétaux et économiques qui sont en lien avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, cette transformation à différents niveaux qui couvrent des aspects du stockage, calcul, le sensing ou la communication. Et ce développement récent de ces dernières années se traduisent par des nouveaux usages qui vont s'amplifier dans les années à venir, avec notamment des aspects comme l'interface homme-machine, les villes intelligentes ou l'impact de l'intelligence artificielle pour la médecine. Donc,
tous ces développements technologiques sont attendus à ouvrir des nouveaux champs d'opportunités du monde du digital. Il y a un certain nombre de défis dans le monde du digital qui sont représentés ici. Donc, tout d'abord, en termes de consommation énergétique, on parle de cet aspect frugal déjà de par cet aspect d'énergie consommée. Actuellement, le monde digital consomme 10% de la production électricité et que si on continue sans faire des changements, il y a une extrapolation qui peut atteindre 100% à horizon 2040-2050. Deuxièmement, il y a un aspect de souveraineté à la fois sur les matériaux et en termes technologiques. Déjà, sur les matériaux, on constate que dans le monde du numérique, il y a de plus en plus de matériaux qui sont utilisés, qui vont certainement, avec le même taux d'usage, disparaître avec des périodes qui peuvent aller de quelques centaines d'années à quelques années. Et en plus, ces matériaux sont localisés dans des zones géopolitiquement sensibles. Par ailleurs, au niveau européen, il est important dans cette compétition de s'assurer à une souveraineté technologique. Il est important de faire valoir des technos en rupture qui vont au-delà de l'électronique semi-conductrice conventionnelle. Donc, juste pour dire qu'il y a au niveau du COE un programme Focus numérique frugal qui a été mis en place, qui est centré sur la sobriété énergétique du calcul numérique et qui souhaite promouvoir une prise en compte cohérente des éléments constitutifs du numérique, qui sont à la fois en termes de matériel, logiciel, données et code, vers des usages plus sobres, avec des objectifs à la fois en termes de formation par la recherche et de création de communautés. Donc, ça, c'était un peu le contexte. Maintenant, je vais vous expliquer comment la spintronique, déjà ce que c'est la spintronique et comment elle compte adresser une partie des défis que je viens de mentionner. Donc, la spintronique, qui est en fait la spin électronique, c'est un nouveau domaine de recherche qui, en plus de la charge de l'électron, utilise son spin et qui permet d'aller au-delà de ce qu'on appelle les courants électriques vers ce qu'on appelle des courants de spin. On peut manipuler, en plus de la charge de l'électron, son spin. Donc, ce spin, c'est une petite propriété quantique de l'électron qui est due à la rotation de l'électron autour de son axe. C'est un petit moment magnétique. Donc, la particularité de la spintronique, c'est que en utilisant des énergies écrite avec cette formule, on peut contrôler des aspects de résistance en passant par des courants de spin pour diminuer la consommation globale, mais aussi le fait qu'on peut contrôler ce spin à des temps très courts, ça nous permet d'adresser des applications très rapides. En termes de spintronique, il y a une ingénierie spécifique des matériaux à une échelle nanométrique en termes d'interface qui permet d'obtenir des effets intéressants. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on a comme une boîte à outils qui est la jonction tunnel magnétique, qui est un outil versatile et qui peut adresser différents types d'applications. Donc, la spintronique a déjà eu un certain nombre d'évolutions en lien avec la société, avec des applications, notamment les têtes de lecture des disques durs ou l'enregistrement magnétique, avec un certain nombre d'évolutions depuis la découverte du phénomène de magnétorésistance géante. Donc, magnétorésistance, c'est un effet où la résistance électrique d'un empilement dépend de sa configuration magnétique. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que entre la découverte de ce phénomène en 1988, son implémentation pratique dans les têtes de lecture, il a fallu une dizaine d'années avant d'arriver dans des produits commerciaux. Donc, on n'est pas si loin des découvertes labo jusqu'à leur implémentation au niveau industriel. Une deuxième révolution du monde de la spintronique est représentée par les mémoires magnétiques à accès aléatoire, les MRAM. Donc là, vous voyez une représentation schématique de ces mémoires où la cellule de base est une jonction tunnel magnétique, soit
de manière simplifiée 2 couches magnétiques qui sont séparées par une barrière isolante ultra mince. Et on peut aussi mentionner, comme dans le cas précédent des disques durs, c'est qu'entre les découvertes au niveau labo de la magnétorésistance tunnel à température ambiante en 95 jusqu'au premier produit qui est sorti par Freescale Everspin sur les Toggle MRAM, ça a pris 11 ans. Et par exemple, entre un autre phénomène qui est l'effet de transfert de spin jusqu'à son implémentation dans ce qu'on appelle les mémoires MRAM à transfert de spin, il a fallu une vingtaine d'années. Actuellement, un certain nombre d'industriels importants de la microélectronique au niveau mondial ont implémenté et ont des solutions autour des STT-MRAM. Donc on peut dire, on peut représenter de façon schématique que depuis la découverte de la magnétorésistance géante, qui a été d'ailleurs primée par le prix Nobel de physique en 2007, il y a un certain nombre de phénomènes qui ont été découverts, qui ont eu un impact direct au niveau de l'industrie, et que actuellement la spintronique est un domaine de recherche florissant qui, en plus de spin, permet de combiner avec d'autres effets. On combine avec des champs électriques, avec des ondes électromagnétiques, de la thermique, de la photonique, et qui permet d'aller à des nouvelles générations de composantes électroniques qui soient potentiellement basse énergie, agiles et soutenables. En termes de communauté française, la France est au niveau européen, donc il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été obtenues ces dernières années. Donc c'est une communauté forte qui fait une recherche d'excellence, qui innove et qui porte au niveau européen une initiative qui s'appelle Spintronic Factory pour amener ces développements dans des roadmaps et dans des développements de la microélectronique. Et la spintronique a été reconnue, par exemple, parmi les 10 technologies clés par le World Materials Forum qui peut impacter la microélectronique des années à venir. Et ceci aussi reconnu par des investissements importants en spintronique dans le monde de la microélectronique au niveau mondial. Donc, dans ce contexte, juste très rapidement, donc Spintex, c'est un labo qui a été créé, comme vous avez vu, en 2002 et qui actuellement fait une centaine de personnes avec une dizaine de doctorants, avec des publications aussi, avec une politique de propriété intellectuelle cohérente et qui a permis d'assurer, depuis sa création, un leadership en termes de concepts de mémoire magnétique qui ont évolué pendant ces 20 dernières années de ce qu'on appelle des écritures où on combinait des effets magnétiques avec des effets d'échauffement. On utilisait des effets de type transfert de spin. L'injection d'un courant peut contrôler localement le moment magnétique ou plus récemment de ce qu'on appelle des effets à spin orbit torque, donc utiliser des nouveaux effets et finalement les effets de type interconversion courant de charge, courant de spin. Donc, bien entendu, au niveau européen, donc, tout ceci a été financé par des projets européens et ça a permis l'essaimage d'un certain nombre de sociétés qui couvrent un écosystème de start-up qui adresse des capteurs magnétiques, du design, de l'instrumentation avancée ou plus récemment des mémoires ultra rapides que je vais décrire à couple spin-torque. Donc, je passe maintenant à la partie comment la spintronique peut influencer le calcul de demain. Donc, tout d'abord, une représentation simplifiée de ce que c'est le calcul de demain. Donc, pour assurer un certain nombre d'aspects en termes de consommation et de fonctionnalité, on a un certain nombre de défis ou de difficultés qui sont connus comme la loi de Moore en termes de scalabilité ou le mur des mémoires ou de l'échauffement. Et que pour pouvoir proposer des nouveaux concepts, il faut marier 3 aspects. Une meilleure mémoire, du calcul bio-inspiré ou calcul en mémoire. Donc,
la combinaison des 3 éléments permet d'aller vers un numérique plus basse consommation. Donc, je vais essayer de décrire les enjeux et comment les mémoires magnétiques peuvent apporter, et la spintronique peuvent apporter des solutions en ce sens. Tout d'abord, l'aspect scalabilité. Donc, depuis longtemps, donc la microélectronique a été drivée plutôt par le scaling des CMOS avec une évolution continue vers des nœuds technologiques de plus en plus petits, avec une motivation qui est à la fois en termes de coût, performance, en termes de fréquence ou de consommation. Pour autant, cette diminution de taille induit des aspects de fuite, avec des fuites en mode veille qui deviennent plus importantes que l'écriture, avec des aspects de coût ou de fiabilité. Donc, si on regarde un diagramme de mémoire qui inclut l'aspect vitesse des mémoires par rapport à leur densité, on peut voir que vers le haut de cette hiérarchie, on a des mémoires qui sont plus rapides. Vers le bas, c'est des mémoires qui sont plus denses. Que plus proche du processeur, on a plutôt des solutions volatiles et qui ne vont pas permettre de ne pas consommer en mode veille. Donc, il nous faut apporter de la non-volatilité pour du calcul basse consommation type on-off. Un deuxième aspect, c'est la consommation et la vitesse. Donc, toujours dans cette hiérarchie mémoire, plus on va vers le haut de la hiérarchie, il nous faut des solutions rapides. Quand on voit les prédictions des roadmaps ITRS en termes de consommation des circuits électroniques, on voit qu'il y a une partie importante représentée ici en vert et en jaune qui est plutôt liée à la partie logique des circuits et qu'il y a une partie relativement faible qui est elle-même liée à la partie mémoire. Comment on peut adresser cet aspect? C'est que pour pouvoir réduire la consommation des circuits logiques, il nous faut des solutions non volatiles, mais il faut surtout trouver des solutions mémoire qui fonctionnent à la fréquence de ces processeurs, donc qui s'approchent des gigahertz, de façon à ne pas avoir des pertes lors de la transmission de l'information entre la mémoire et le processeur. Donc, il faut trouver une mémoire qui est rapide, qui est intégrée avec le CMOS et qui est très basse consommation et non volatile. Dans ce contexte, les mémoires magnétiques peuvent être un bon candidat. Donc, on verra comment on peut les positionner sous cette hiérarchie mémoire, notamment de par leur non-volatilité. Donc, elles ne perdent pas l'information quand il y a une coupure d'alimentation. Elles sont compatibles avec les tensions CMOS et l'intégration type back-end offline. En termes de rapidité, scalabilité, endurance, elles ont des propriétés qui peuvent les positionner dans des aspects plus embarqués qui s'approchent du processeur ou au moins sur le remplacement des flashs ou les derniers niveaux de cache. Donc, il y a par rapport à ça une première application des STT-MRAM qui est dans le remplacement des flashs embarqués avec un certain nombre d'avantages en termes de nombre de masques par rapport aux flashs qui les positionnent pour certaines applications dans les microcontrôleurs. Une application qui est projetée, c'est le dernier niveau de cache. Donc, le dernier niveau de cache, en termes de fréquence, va au-delà de la mémoire principale, où il peut y avoir un certain nombre d'avantages de la MRAM par rapport au techno classique SRAM. Le problème, c'est que la STT-MRAM peine actuellement d'avoir des vitesses et des aspects d'endurance qui seraient compatibles avec ces applications. Donc, il faut trouver des nouvelles solutions. Donc, avant d'embarquer, vous montrer quelles sont les idées qui sont projetées pour ces solutions ultra rapides, je vais juste montrer qu'il y a aussi un problème de scalabilité ou de diminution des tailles pour des dimensions sub 20 nanos. Donc, pour des dimensions sub 20 nanos, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un paramètre de stabilité de ces mémoires qui commence à diminuer. Donc,
on n'a plus suffisamment de rétention de mémoire et que à Spintech et à Tohoku University, il y a des nouveaux concepts dans lesquels, au lieu de rester en 2D, on essaye de se projeter sur une spintronique tridimensionnelle dans lesquelles la rétention, l'information est préservée par une augmentation de l'aspect de forme. Donc, nous avons notamment pu démontrer qu'on peut arriver à avoir des stabilités suffisantes jusqu'à des cellules mémoire qui font 4 nanomètres, donc représentées dans le diagramme ici. Et en plus, avec une tenue thermique qui est intéressante pour les applications type microcontrôleur, avec par exemple une stabilité thermique et une dépendance des propriétés électriques qui est bien moins marquée que ce que les approches conventionnelles MRAM ont. Et je vais juste ouvrir sur un aspect de physique qui est très intéressante avec de l'imagerie de haute qualité qui a été réalisée entre Spintech et Leti au sein de la plateforme PFNC, où on arrive, là c'est pour des cellules magnétiques de 20 nanomètres, à identifier précisément les matériaux dans l'empilement, mais aussi on est capable d'imager les lignes de champ magnétique qui sont produites par ces cellules mémoire, et on peut faire ça en température et démontrer leur stabilité, leur tenue thermique jusqu'à des températures qui atteignent 250 degrés Celsius, qui, avec cette approche plus 3D, nous permet d'aller vers des aspects plus en lien avec le marché automobile. Donc, je reviens un peu sur l'aspect vitesse. On avait montré que la mémoire type STT-RAM de base pouvait adresser certaines vitesses qui étaient dans les nanosecondes, mais qui n'étaient pas suffisantes pour adresser des aspects plus en lien avec le remplacement des SRAM, par exemple dans les caches ou vers le processeur. Et que par rapport à ça, on a besoin de mémoire sub-nanosecondes qui soit plus rapide. Donc, nous pouvons faire ça avec deux types de concepts. Au lieu d'injecter un courant à travers la cellule mémoire, on peut injecter un courant dans une couche qui est en dessous de la cellule mémoire et on peut contrôler l'aimantation. C'est ce qu'on appelle l'effet spin-orbit-torque. Donc, c'est des mémoires spin-orbit-torque à 3 terminaux qui peuvent atteindre, vous allez voir, des vitesses de switching qui sont bien inférieures à la nanoseconde, ou on peut contrôler dans des circuits combinés spintroniques photoniques. On peut, avec un faisceau laser, contrôler l'aimantation à des vitesses qui peuvent descendre en dessous de la picoseconde, l'orientation de l'aimantation et du coup l'état de la mémoire. Donc tout d'abord, ce qu'on appelait les spin-orbit torque MRAM, qui utilisent matériaux qui réalisent conversion courant de charge, courant de spin, donc la spécificité de la spintronique. Ceci nous permet notamment de découpler les chemins de lecture des chemins d'écriture avec des avantages en termes de fiabilité à l'écriture. Donc, ça peut nous projeter avec une endurance, bon, c'est marqué illimité, mais bien plus grande que ce que déjà toutes les autres technologies mémoire arrivent à faire, mais déjà un aspect positif par rapport au STT-MRAM, et puis obtenir des écritures sub-nanosecondes qui sont fiables, et avec des écritures qui peuvent descendre en dessous de la nanoseconde, on peut déjà se projeter vers un remplacement des SRAM avec ces mémoires. Donc, les spin-orbit torque remplacent progressivement les spin transfer torque au niveau industriel avec un nombre croissant d'acteurs et startups, mais qui est actuellement à l'état de recherche et développement. D'ailleurs, projet en commun actuellement entre Spintech et Leti pour monter en technological level sur cette technologie, avec quelques enjeux en termes d'efficacité d'écriture et de densité, en étant cette fois-ci sur des systèmes à 3 terminaux. Donc là, c'est une représentation un peu chargée de comment les différentes technologies MRAM peuvent adresser différentes applications. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a différents flavors
qui peuvent adresser différents types d'applications, donc qui adressent la densité, on avait indiqué cet aspect aller 3D, la vitesse ou l'endurance, donc les systèmes à spin orbit torque, ultra rapide, ou à terme la combinaison spintronique ferroélectrique qui peut nous faire gagner encore des ordres de grandeur pour des applications autour de la logique basée sur le spin. Donc là-dessus, il y a un projet d'essaimage au laboratoire pour proposer une solution combinée spintronique ferroélectrique. Donc, un dernier point sous les applications potentielles de la spintronique, c'est qu'on peut utiliser des mémoires MRAM à très basse température en lien avec les circuits quantiques pour lire les qubits d'information. D'ailleurs, dans le cas du PEP électronique, donc il y a un projet qui veut adresser tous ces aspects, tous ces défis de calcul embarqués, performants, économes en énergie, avec plusieurs types de projets, soit du 3 terminal, donc spin orbit torque, la combinaison ferroélectrique spintronique ou le contrôle optique de l'information. Mais ça ouvre aussi des aspects sur le côté architecture, avec notamment des architectures bio-inspirées dans un work package spécifique neuromorphique, ou comment intégrer la mémoire sous les aspects in-memory computing. C'est quoi la difficulté des architectures conventionnelles actuelles dans lesquelles il y a une séparation nette entre le processeur et les mémoires, et que le transfert d'informations d'une partie du processeur vers la mémoire demande une consommation d'énergie, une perte aussi de temps, avec de quelques ordres de grandeur. On est dans un étranglement conceptuel qu'on appelle von Neumann, dans lequel la mémoire et le processeur sont séparés. Et pour pouvoir s'en passer, il faut inventer, il faut apporter le calcul au sein de la mémoire. Donc, pour faire les opérations logiques à l'intérieur de la mémoire, avec des bénéfices en termes de densité de cache, avec du calcul local parallèle qui est basse énergie et reprogrammable. Donc tout ceci peut adresser les quelques soucis, défis du calcul conventionnel. Il y a aussi l'aspect de calcul bio-inspiré. Donc, on sait que le cerveau a une architecture qui est parallèle et qui réduit le transport de données entre la mémoire et le processeur. Donc, ça peut résoudre ce dilemme. Et du coup, construire des circuits électroniques qui peuvent mimer le fonctionnement du cerveau demande à avoir des neurones dans un circuit et qui sont interconnectés avec des synapses physiques. Et que actuellement au laboratoire, donc il y a des projets qui essayent de combiner avec le même type d'empilement des fonctions qui miment à la fois des fonctions de type neuron avec des fonctions de type synapse, en plus en se basant sur d'autres propriétés que les jonctions tunnels magnétiques ont en termes soit de mémoire, soit d'oscillateurs radiofréquences, et qui en plus peuvent communiquer entre eux avec des micro-ondes. Donc, au-delà du calcul, il peut y avoir d'autres fonctionnalités du monde digital. Donc, j'en ai parlé un peu des aspects meilleure mémoire, comment intégrer une mémoire dans des aspects d'architecture in-memory computing ou bio-inspiré, mais la spintronique peut ouvrir d'autres domaines d'application dans le domaine de terahertz ou de récupération d'énergie. Je ne parle même pas d'aspect sensing qui était déjà présent avec les têtes de lecture. D'ailleurs, dans le cadre d'un PEPR exploratoire coporté par le CESNRS, et du coup, je reviens sur les différentes déclinaisons du monde du numérique, qui sont le stockage, computing, sensing, communication. Il peut y avoir différents types de solutions à base de spintronique. On a parlé beaucoup de mémoire, mais il y a d'autres types
d'objets qu'on appelle par exemple des skyrmiomagnétiques, des objets de toute petite taille qu'on peut contrôler de façon reproductible, et il y a des projets en cours qui permettent de réaliser des portes logiques à base de skyrmions ou faire du calcul non conventionnel de type réservoir computing qui se base là-dessus. On peut rêver à terme d'avoir un système on chip qui intégrerait plusieurs fonctionnalités qui seraient basées sur le même empilement, qui ferait des fonctionnalités de sensing, des missions pour faire des fonctions de type wake-up receiver ou d'intégrer de la mémoire dans des microcontrôleurs. Et le fait d'apporter de la non-volatilité dans ces différentes fonctionnalités permet de ne pas consommer en mode veille, donc de réduire la consommation énergétique, de réduire la consommation par étape d'écriture et de proposer des circuits multifonctionnels spintroniques. Donc, en guise de conclusion, j'espère vous avoir fait un panorama rapide du fait que la spintronique, déjà de par le degré supplémentaire de liberté qu'est le spin, mais aussi en combinaison avec plein d'autres effets, peut apporter des nouvelles solutions qui peuvent être soit au niveau de la mémoire et du calcul pour des aspects stockage, intelligence artificielle, mais qui peut y avoir d'autres aspects, radiofréquence, de la spintronique très haute vitesse dans le domaine du terahertz, qui peuvent adresser d'autres champs applicatifs que la microélectronique en termes de solutions techno-habilitantes pour le quantum, pour la 5G, 6G ou l'intelligence artificielle. Bien entendu, il est important de positionner tous ces aspects dans un contexte de renouveau, de souveraineté nationale avec une forte valeur ajoutée en termes de spintronique au niveau national et européen. Donc avec ceci, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Merci. Merci beaucoup, Lucian. Donc, un panorama, mais déjà très bien détaillé et pédagogique. Donc, je vous rappelle que la présentation pourra être revue sur la chaîne YouTube des Midi Minatech, et également les transparents seront disponibles, sont déjà disponibles sur le site internet. Donc, maintenant, on passe aux questions. Donc, questions, on va jongler entre les questions dans la salle. Donc, Florian va passer parmi vous là, pour vous passer le micro, et moi, je vais gérer les questions en ligne. Alors, qui se lance là dans la salle? Allez, première question. Bonjour. On voit apparaître un nouveau mode d'écriture qu'est le voltage control, qui semble être un terminal à deux terminaux et en tension, qui donc à ce moment-là peut-être est moins gourmand en énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on en est? Donc effectivement, il y a à la fois des aspects uniquement contrôle en tension qui pourraient permettre de baisser beaucoup l'énergie. Il y a pour l'instant, si on l'utilise en tant que tel, il y a plus un contrôle il y a des problèmes de stochasticité, variabilité si on l'utilise seul. Par contre, on a des concepts qui peuvent adresser une combinaison du voltage control avec les autres concepts d'écriture qui permettraient de baisser beaucoup la consommation énergétique. Les aspects notamment d'interconversion courant de charge, courant de spin, avec ce couplage spintronique ferroélectrique, utilisent les aspects de contrôle en tension. Et d'ailleurs, il y a un projet dans les thèses numériques frugales et le projet de maturation que j'ai mentionné, Magellan, donc du projet Foster, donc Laurent est présent dans la salle, qui utilise des concepts d'écriture par tension avec un gain important et qui place bien les solutions spintroniques par rapport aux autres concurrents ferroélectriques qui sont très basse consommation. Très bien, donc on va prendre une question en ligne. Donc merci pour cette présentation. Donc, je donne aussi les remerciements quand c'est bien. Merci pour cette présentation. Pouvez-vous dire quelques mots sur l'emploi de la spintronique dans le cadre des calculs quantiques ou de la logique floue? Où en est-on sur ce sujet aujourd'hui et quelles sont les projections? Donc actuellement, le point d'accroche, donc c'est bon, on peut dire, notamment à Grenoble, on sait qu'il y a
tout cet effort de qubit de spin. On l'appelle déjà qubit de spin. Donc, spin, c'est vrai que le quantique à Grenoble utilise le spin unique. Donc, c'est des propriétés quantiques, tout comme le spin dans la spintronique. Il peut y avoir des points communs. Le point commun actuel est plus de proposer des solutions de lecture des qubits avec des solutions mémoire, donc notamment solutions mémoire qui fonctionnent à basse température. Donc, dans le cadre du projet Presqu'île, donc il y a un projet PEPR Quantum, donc il y a un projet en commun entre Spintech et Institut Nel pour utiliser cette lecture sur base de mémoire magnétique. Après, donc on peut dire que la spintronique est une techno habilitante pour le quantique. À l'avenir, la connaissance qui a été acquise depuis pas mal d'années en termes de matériaux peut avoir des retombées intéressantes aussi pour le quantum. Après, il peut y avoir aussi des réflexions, des points en commun en termes de design, d'architecture, même si on n'est pas exactement sur les mêmes types de design, il peut y avoir un savoir-faire qui peut être utilisé de la spintronique vers le quantum. Très bien, merci. Alors, dans la salle, oui, question là au premier rang. Bon, merci pour la présentation. Lucien, tu nous as convaincus que la réduction du nombre d'étapes lithographiques est un facteur de gain en coût important, mais est-ce que ce gain n'est pas contrecarré par la complexité des empilements et des matériaux qui sont utilisés? C'est une très bonne question et c'est une question à laquelle on doit répondre souvent. Donc, c'est vrai que la spécificité de la spintronique, c'est ces empilements à plusieurs couches qui demandent un savoir-faire poussé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous ces matériaux sont réalisés dans une seule chambre, dans une seule étape du process flow. Et que une fois qu'on a cette maîtrise, et qui est au sein des labos de spintronique, c'est une étape qui est, je dirais, plug and play par rapport à la microélectronique, parce que tu as pas tu peux gérer déjà les aspects de contamination, mais aussi le fait d'avoir moins d'étapes de lithographie, finalement, tu as peut-être un surcoût de gain en termes de matériaux. On peut utiliser certains matériaux qui sont plus chers, tout ça est complexe, mais le fait de réduire le nombre d'étapes de lithographie, ça compense largement. Mais c'est vrai il faut démontrer ce savoir-faire. Donc, il y a maintenant des industriels qui proposent des solutions de 300 mm en termes d'équipement de dépôt, de gravure, qui sont dans une étape spécifique du processus. Une fois maîtrisé, je dirais, il n'y a pas de souci. Et le coût à la fin se retrouve fortement réduit de par le nombre d'étapes et de masques. Très bien. Voilà, on continue dans la salle. Hein. En ligne, réveillez-vous là. Parce que... Il y a une chose qui n'est pas claire pour moi, c'est la taille de la plus petite unité de spin capable de mémoriser la plus petite quantité d'informations. C'est quoi? C'est quelques dizaines d'électrons, quelques nanomètres. Et est-ce qu'il y a une taille minimale contre laquelle on va buter? Et est-ce qu'il y a un besoin de rechercher une taille minimale d'ailleurs? Oui. Très bonne question. Donc, c'est vrai que ce qu'on appelle la rétention ou la stabilité de l'information, c'est ce facteur delta qui est en fait le rapport entre le volume magnétique d'une cellule et l'agitation thermique. Donc, plus on va petit, plus à un moment donné, on va atteindre ce qu'on appelle une limite, appelée superparamagnétique, à laquelle la cellule n'est plus stable. Donc, on voit que le problème que j'ai indiqué ici, c'est que dès qu'on est en dessous de 30 nanomètres avec des cellules classiques, on est plus stable. On commence à perdre en stabilité. Donc, des solutions qui permettent d'augmenter l'aspect de forme permet de préserver ce ratio, donc le rapport que je mentionnais, à des valeurs qui permettent d'avoir des cellules qui peuvent être stables jusqu'à 4 nanomètres
Donc, du coup, il y a toujours un jeu à voir entre combien on fait la cellule stable et jusqu'à quelle taille, et comment on peut l'écrire facilement. Donc, bon, ça c'est. Mais en termes de stabilité, là, c'est juste une projection avec des calculs, mais on a démontré, même en preuve de concept, des cellules qui soient stables à 4-5 nanomètres. Très bien. Allez, on continue en présentiel. J'enlève le masque du coup. Merci pour cette présentation. J'ai des questions assez naïves. La première, c'est vous vous inscrivez quand même toujours dans une problématique d'effacement et donc de minimiser cette énergie que vous perdez quand vous effacez. Qu'en est-il de votre roadmap vis-à-vis du reversible computing? Est-ce que vous vous inscrivez dans le quantum, etc. Et la deuxième chose, c'est vous prenez un peu conscience aujourd'hui finalement de cette espèce d'inefficacité du calcul. Pourquoi ça n'a pas été fait il y a 20 ans? Parce que finalement, c'était déjà béant. Enfin, je dis 20 ans, ça pourrait être avant. Les papiers de Landauer, ils datent de 70 ans. Tout à fait. Et est-ce que c'est parce qu'il manque des technologies d'ACV? Est-ce que parce qu'il y a une controverse? Est-ce que c'est l'organisation de l'informatique et de l'électronique? À votre avis, qu'est-ce qui est à l'origine finalement de cette absence de prise de conscience et de prise de conscience maintenant? Oui. Pas sûr d'avoir très bien compris la première partie, mais du coup je réponds avec la deuxième et j'essaie de répondre à la première ensuite. Donc certainement donc ce dilemme on connaît de par l'architecture conventionnelle que la communication entre la partie logique et mémoire, disons, est un problème depuis le temps. Pour moi, c'est plus avoir des solutions hardware qui permettraient de vraiment embarquer et faire le calcul au niveau de la mémoire, et que ça n'a pas été fait n'ayant pas des solutions qui permettent de le faire. Donc ça, le fait de proposer des solutions matérielles de mémoire qui permettent de faire du calcul dans la mémoire, ça peut changer les paradigmes de l'époque, et c'est là qu'on gagne. Disons, l'aspect, je mentionnais dans le calcul, il y a une meilleure mémoire, du in-memory computing est bien inspiré. Une meilleure mémoire, c'est peut-être très limité dans le gain que ça peut apporter. C'est plus, quelles sont les solutions qui vont permettre vraiment de pouvoir faire ce calcul dans la mémoire. Donc, je dirais, le fait que ça peut être d'ailleurs un aspect aussi informatique. Je mettais dans ce projet national COA sous le focus numérique frugal, c'est qu'il faut à un moment donné, une fois avoir trouvé les composants, d'essayer de vraiment faire des architectures innovantes et de combiner les trois mondes. Disons, faire des parties séparées, ça va pas marcher. Donc, une fois qu'on a ces solutions, donc on pense que, par exemple, la SOTM RAM, de par ses propriétés en termes de vitesse, de faible consommation, peut déjà, d'ailleurs, il y a un projet qui se projette sur des architectures en rupture des machines d'easing, donc un projet Carnot qui est coporté entre Leti et Spintech, d'avoir des gains en ce sens. Je n'ai pas compris, par contre, la première partie de la question avec le quantum. Je voulais invoquer le reversible computing, c'est-à-dire les algos type Bennett où on rembobine le calcul, alors qu'ils sont assez naturels en quantum. Vous pouvez parler dans le micro parce que pour les gens qui sont en ligne, ils ne vous entendent pas. Donc merci. Je répète depuis le début alors. Bon, enfin voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas évoqué Bennett et la possibilité finalement de faire du reversible computing de manière entre guillemets classique par opposition au quantum. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez justement dans ce rapprochement des trois communautés? Oui. Donc, c'est vrai que personnellement, donc j'ai pas l'expertise dedans. Je sais que dans le groupe de travail qui a préparé ce focus, il y avait des réflexions en cours. Donc, il y a 2 sujets de thèse en lien avec ces sujets et qui vont permettre
de faire des benchmarks entre des solutions plus Quantum et plus Spintronic. Mais du coup, je sais pas, je pense pas avoir suffisamment de billes pour dire en quoi, sur l'aspect reversible computing, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée ou pas. Bon, on va prendre une dernière question ici présentielle, parce qu'en ligne, ils doivent dormir. D'abord, je vous remercie de votre exposé et je remercie aussi la salle de la pertinence des questions qui vous sont posées. Je les ai trouvées très intéressantes. Moi, j'ai la sensation qu'associé au big data, on s'oriente vers une informatique prédictive. Je fais une petite parenthèse en disant que les économies d'énergie auraient déjà pu se réaliser depuis longtemps, ce qui me semble rejoindre la question qui a été posée là. Mais quand je parle d'une informatique prédictive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir maintenant des modélisations en faisant accès à des banques de données et qui permettent, avec les effets de feedback utilisés par la physique quantique, de quasiment instantanément de voir les évolutions possibles. Ça renvoie d'ailleurs au métier d'historien, mine de rien. Tout à fait. Voilà. Et la question ? C'est un commentaire. Ah, un commentaire. Merci pour le commentaire. Bon, on va finir par ce commentaire et puis aussi celui de remercier encore une fois Lucian pour cette présentation claire. Voilà, voilà, merci beaucoup. Et puis, nous vous souhaitons un bon week-end. Et puis, inscrivez-vous pour le prochain Midi Minatech, le 3 juin, où nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Alosman, qui nous parlera de la reconnaissance des émotions humaines et comment arriver à les reconnaître et à faire interagir avec des machines. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui sont restés en ligne. Pour les sandwichs, donc là, maintenant, comme on n'est plus en ligne, pour les sandwichs,